Dans cette vidéo, nous allons parler de microbiome cutané. Bonjour, je suis Rachida, créatrice d'Innovskin, la plateforme de formation pour vous, acteurs du secteur de la cosmétique, plateforme de formation dédiée à la biologie cutanée. Alors avant de commencer à vous parler du microbiome cutané, je voudrais déjà vous remercier pour vos nombreux commentaires, pour vos partages suite à la précédente vidéo où je vous ai parlé de fonctions barrières. En parlant de fonctions barrières, eh bien, le microbiome cutané en est un acteur principal, un acteur fondamental. Le microbiote, eh bien, c'est généralement ce qui est associé aussi à la microflore cutanée. Ce sont les bactéries vivantes, les micro-organismes vivants qui ont été jusqu'à présent isolés à partir d'un endroit précis de la peau. Donc ça peut être par exemple la microflore, le microbiote que l'on retrouve par exemple au niveau du visage, au niveau du front ou ailleurs. Le microbiome, c'est également ce que l'on retrouve au niveau d'une zone particulière, d'un environnement particulier, sauf qu'en fait ça va être la collection du génome. Ça va vraiment se baser sur une analyse génomique, généralement qui est faite par analyse métagénomique. C'est-à-dire que c'est des grosses capacités d'analyse des génomes. Ensuite, on va faire des alignements pour identifier eh bien, à quelle séquence appartient à quel type de micro-organisme. Et c'est grâce donc à ces analyses du microbiome qu'on a pu voir que celui-ci est extrêmement complexe, d'une complexité incroyable. Et donc ça fait depuis quelques années maintenant qu'on voit vraiment une recrudescence des travaux sur ce sujet-là, avec en 2008 le lancement d'un énorme projet qui est le Human Microbiome Project, qui a permis entre autres l'identification et la cartographie du microbiome cutané. Donc aujourd'hui, le Human Microbiome Project est terminé. Donc il a regroupé de nombreux laboratoires qui ont identifié le microbiome dans des situations normales, au niveau de la peau, au niveau de la cavité buccale, du vagin aussi, il me semble. J'ai oublié les deux autres. Et aujourd'hui, on est parti sur un nouveau, deuxième partie du Human Microbiome Project, qui est le Integrative Human Microbiome Project, où les scientifiques sont orientés sur l'étude du microbiome, mais dans des cas pathologiques, comme par exemple le cas des maladies inflammatoires chroniques de l'intestin, mais également dans des situations comme chez la femme enceinte ou chez les enfants prématurés, et il me semble aussi le prédiabète. Donc c'est même une étude qui va au-delà de juste séquencer le génome, c'est également d'aller voir ce qui se passe au niveau transcriptionnel, également au niveau des métabolites. Donc on a vraiment des analyses de métabolomes. C'est vraiment quelque chose de très global et très complexe qui est en train de permettre à la communauté scientifique de mieux comprendre le microbiome, de mieux comprendre également ses dérégulations et comment est-ce qu'on peut agir dessus, eh bien, pour aller traiter des pathologies. Il a été identifié donc grâce à ses premiers travaux, avec entre autres vraiment en tête de file, j'ai envie de dire, la chercheuse Julia Segre du NIH, qui a entre autres permis la cartographie, l'une des premières cartographies du microbiome cutané. Et c'est là qu'on a vu effectivement qu'il est très complexe, que celui-ci va varier d'une zone anatomique à l'autre. Nous avons effectivement différents types de zones, 3 majoritaires, des zones grasses, des zones sèches et des zones humides, donc qui vont être colonisées eh bien, majoritairement par des bactéries qui vont eh bien, plus ou moins apprécier des zones grasses ou les zones sèches ou les zones humides. Alors ce ne sont pas uniquement des bactéries que l'on retrouve donc lorsqu'on fait ces analyses de microbiome, on retrouve également des virus, des levures, des champignons, mais même des acariens. Et oui, notre peau est colonisée par des acariens. Le microbiome est également différent d'une personne à l'autre, même si on retrouve majoritairement les mêmes phyla et les mêmes genres. Nous avons entre autres 4 phyla majoritaires au niveau de la peau, 19 ont été identifiés, mais quand même 4 majoritaires, les actinobacteria, les firmicutes, les proteobacteria et les bactéroïdètes. Excusez-moi pour la prononciation. Concernant les genres, ce sont 3 genres majoritaires de bactéries que l'on retrouve à la surface de notre peau, les Corynebacterium, les Propionibacterium, donc plutôt appelés aujourd'hui Cutibacterium, et les Staphylocoques. Ils vont se réguler les uns les autres.
Certains, par exemple, eh bien, vont produire des peptides antimicrobiens. C'est le cas, par exemple, de Staphylococcus epidermidis. D'ailleurs, certains des peptides antimicrobiens qu'ils produisent sont très similaires à ceux qui sont produits naturellement par les kératinocytes de notre épiderme. Ils vont, par exemple, ces peptides antimicrobiens, comme leur nom l'indique, empêcher que certaines bactéries prennent le dessus et provoquent eh bien, des infections au niveau de la peau. Ces bactéries vont également stimuler notre système immunitaire. C'est quelque chose qui est clairement connu au niveau de notre intestin, au niveau de notre système digestif. Voilà, ce qui est quand même le tissu sur lequel le microbiote est étudié depuis des années. Et en fait, il se passe un petit peu la même chose au niveau de notre peau. Ces bactéries sont également pour éduquer notre système immunitaire. Ce que les chercheurs ont également montré, et qui est également une fois de plus vraiment parallèle à ce qui se passe au niveau de nos intestins, eh bien, ce que les bactéries que l'on retrouve au niveau de notre microbiote cutané sont capables de venir stimuler la mise en place de la fonction barrière et de la renforcer. Donc il est clairement aujourd'hui établi que le microbiome cutané joue un rôle important dans l'homéostasie de notre peau. Et effectivement, on observe que lorsqu'il est dérégulé, lorsqu'il est perturbé, avec par exemple une bactérie transitoire, c'est-à-dire une bactérie qui va venir prendre un petit peu le dessus un certain temps, eh bien ça peut être observé dans certaines pathologies. Et aujourd'hui, de nombreux travaux démontrent effectivement que des pathologies de la peau, que ce soit l'acné, la dermatite atopique, le psoriasis, mais également des troubles plus cosmétiques comme l'apparition de pellicules, mais également un autre trouble qui est la rosacée, eh bien on observe effectivement une dysbiose avec un déséquilibre de certaines bactéries. Certaines par exemple vont être diminuées alors que d'autres vont prendre plus de place. Aujourd'hui, dans le monde de la cosmétique, on ne peut plus ignorer ce microbiome, et d'ailleurs on le voit aux nombreux travaux qui sont réalisés dans les laboratoires cosmétiques, de dermocosmétiques autour de ce sujet, et avec bien sûr le développement d'actifs qui vont avoir pour objectif de préserver ce microbiome ou potentiellement de le rétablir en cas de déséquilibre, comme on peut l'observer dans certaines pathologies que je viens de citer. Bien sûr, un qui paraît assez évident et assez logique, c'est l'hygiène en fait. Le fait de nettoyer trop fréquemment la peau ou alors avec des produits qui ne sont pas adaptés peut bien évidemment venir éliminer certaines bactéries résidentes et éventuellement profiter à des bactéries transitaires. Ces bactéries transitaires qui sont effectivement considérées comme des bactéries opportunistes, donc qui vont profiter de la situation que certaines bactéries qui les régulaient ne soient plus là pour un petit peu prendre le dessus. Pour l'expliquer très simplement. D'autres facteurs influencent le microbiome, que ce soit l'âge, le sexe, mais également notre génétique. C'est ce qui est observé aussi aujourd'hui au travers des différentes études scientifiques qui permettent de progresser sur la connaissance du microbiome. La pollution est également un facteur qui vient influencer la qualité du microbiome. Et d'ailleurs, une étude montre que les personnes qui vivent dans des villes, dans des grandes villes polluées, eh bien, ont un microbiome beaucoup plus instable que des personnes qui vivent dans des villes moins polluées. D'autres facteurs peuvent venir l'influencer, notre lifestyle, c'est-à-dire notre manière, notre hygiène de vie quelque part, notre alimentation, mais également notre exposition aux UV peut venir l'influencer, la prise de médicaments et également le stress. Voilà, ce microbiome il reste encore mystérieux malgré tout. Les scientifiques aujourd'hui s'attellent à continuer de le comprendre, à continuer surtout d'identifier quelles sont les perturbations qui sont en cause de certaines maladies, même si aujourd'hui on a quand même des doutes sur quelle est la cause et l'effet en fait du développement de la maladie. Est-ce que c'est finalement le développement de la maladie qui va provoquer le changement du microbiome, ou alors c'est le changement du microbiome qui va provoquer la maladie? Ça, c'est aussi des questions qu'on se pose aujourd'hui, que les scientifiques se posent aujourd'hui, même si les choses avance. Voilà, j'espère vous avoir un petit peu plus éclairé sur ce qu'est le microbiome. Je vous dis à très bientôt pour un autre sujet. Ciao!